Ça tourne! Ça tourne! Hey, salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la chaîne. Et sur cette chaîne, je te partage mon expérience et mon expertise en termes d'investissement et d'investissement immobilier. Donc si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications. Et aujourd'hui, je rencontre Alexis. Comme tu as dû le remarquer, on se ressemble un petit peu, c'est mon frère jumeau. Et si on le voit aujourd'hui, c'est pour qu'il nous partage lui aussi son expérience en termes de travaux et d'investissement immobilier. Et Alexis, il est investisseur immobilier et marchand de biens. Et quand j'échange avec vous très souvent sur Instagram, une de vos plus grosses craintes avant d'investir en immobilier, c'est comment gérer les travaux. Si on vient voir Alexis aujourd'hui, c'est pour qu'il nous fasse part de son expérience. Et l'idée, c'est qu'il vous donne un maximum d'astuces pour bien gérer vos travaux et que vous n'ayez plus peur de passer à l'action pour vos prochains investissements. Ça va Alexis? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Merci de nous recevoir chez toi. C'est avec plaisir. En deux mots, je te laisse te présenter. Moi, je m'appelle Alexis, frère jumeau d'Erwan, 15 ans d'expérience dans le monde du bâtiment, plus spécialisé en menuiserie et également une expérience personnelle parce que j'ai acheté ma première maison, petite bicoque sur le Pouliguen à 19 ans. Maison toute petite, très particulière, dans laquelle il fallait vraiment se triturer le cerveau pour faire un aménagement plutôt sympa. Donc voilà, première expérience de rénovation à 19 ans. Donc, comme vous pouvez le constater, l'immobilier dans la famille, on a commencé le plus tôt possible. Donc, Alexis, tu as compris, on a besoin de toi pour ton expérience, que tu nous donnes des conseils sur comment s'organiser pour les travaux, comment chiffrer les travaux, comment faire une enveloppe, comment être rapide. Donc, voilà. Ok. Bon, alors, Alexis, très souvent, on visite un bien immobilier et on est en concurrence avec d'autres investisseurs. Oui, Et des fois, il faut aller vite. il faut tout le temps aller vite. Il faut très souvent aller vite pour être le plus précis possible et se positionner ou pas d'ailleurs, mais en tout cas prendre une décision rapide. Est-ce que tu as une solution pour quand je visite une maison, j'ai pas d'artisan sous la main, je suis tout seul, comment je fais pour estimer les travaux d'un bien que je visite? Alors, oui, il y a plusieurs, il y a 2 méthodes, enfin, effectivement, il y a une méthode qui peut être intéressante. On va prendre 2 exemples. Un exemple de rafraîchissement, D'accord. où on se dit, l'électricité est bonne, les fenêtres sont bonnes. On va imaginer un coup de peinture, les sols, peut-être la cuisine, éventuellement les salles de bain. Alors à faire attention sur ces 2 postes-là, cuisine et salle de bain, parce que ce sont vraiment les 2 postes les plus chers au mètre carré. Parce qu'il y a D'accord. il y a beaucoup de plomberie, beaucoup de d'aménagement, le meuble vasque, la douche, enfin tout ça, c'est des toutes petites surfaces, mais qui en termes de mètres carrés sont pas données. Enfin, tout ça pour dire que si on est sur un projet où on refait uniquement un petit rafraîchissement de la cuisine, les sols, les peintures Mhm. et quelques bricoles autour, on peut se dire qu'avec 500, 600 euros du mètre carré, D'accord. on va pouvoir s'en sortir. Alors attention en ce moment, euh, période post-Covid, c'est vrai que les devis, je ne vais pas dire explosent, mais les rénovations, les travaux sont de plus en plus chers, donc il faut quand même être vigilant. Et le but de ça, c'est pas d'avoir un chiffrage au centime près, bien évidemment, mais c'est surtout de savoir si l'opération est viable euh, et si elle est viable aussi avec une marge de sécurité. C'est-à-dire que si on est parti sur 600, parce qu'on s'est dit avec 600 euros du mètre carré, on devrait s'en sortir, prévoyez quand même un petit budget d'hiver où on peut envisager quelques surprises et c'est pas les 3-4% de surprise entre guillemets Oui, oui, bien qui sûr. doivent faire que l'opération est bonne ou pas bonne. Si c'est ces 3-4% qui font que l'opération est bonne ou pas bonne, faut pas la faire, c'est qu'elle est pas bonne. C'est qu'elle est pas bonne, on est d'accord. Après, on peut envisager. Je me permets, je rebondis juste sur les devis et les prix qui explosent actuellement. Euh, Vous avez constaté entre le Covid et la guerre en Ukraine que les prix des matériaux sont en train de complètement exploser. Et on constate une augmentation des prix des devis avec les artisans. Et on constate aussi que les artisans commencent à faire des devis qui vont être valables seulement une semaine ou deux semaines. Donc prenez vos dispositions parce que votre chiffrage de l'instant, il n'est pas valable 3 mois comme il l'était à l'époque. Donc prenez bien vos dispositions et si vous devez valider des devis, validez-les rapidement. Vous demandez à l'artisan la date de validité de son devis. Deuxième, maintenant, on va partir sur une maison où il y a beaucoup plus de travaux. Ok. On va dire, allez, plomberie, électricité, on repart tout à zéro. Fenêtre. Fenêtre, Ok. on garde la dalle béton, mais on fait tous les sols, on recloisonne un peu, on recasse, Ok. on remodifie pas mal de choses. On repart d'un plateau. On repart d'un Ok. plateau. Euh, on peut maintenant, alors c'est vrai qu'il y a quelques temps, on était plus à 1000, entre 1000 1500 euros du mètre carré pour rénover tout ça. Aujourd'hui, avec l'évolution, on partait plutôt entre 1005 et 2000, suivant les matériaux que vous allez mettre.
Euh, mais partez dans cette fourchette-là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une maîtrise des devis comme tu disais, qui est un petit peu moins bonne parce que comme il y a vraiment, enfin, ça part un petit peu dans tous les sens là avec le Covid et la guerre en Ukraine et le manque d'artisans, c'est vrai que bah, aujourd'hui, c'est bien de constituer une bonne équipe parce que certains ont un an et demi d'avance. Donc, si on a besoin d'aller vite, parce que souvent dans l'immobilier, enfin, c'est même pas souvent tout le temps, il faut aller vite parce que on n'a aucun intérêt d'avoir une maison ou un appartement qui soit rénové sur 6 mois, 7 mois, c'est déjà beaucoup. Et puis, plus vite, le mettre à la location ou à la vente suivant le projet. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il faut réussir à avoir une relation de confiance avec les différents artisans pour que, entre guillemets, qu'ils arrivent à nous faire passer un petit peu en priorité. Donc, si je suis ton raisonnement, actuellement, tu constates qu'un prix de rénovation, en fait, on est similaire à un prix de construction. Oui. D'accord. Donc, ça, c'est une super info qu'il nous donne parce que ça veut dire que des fois, vous voyez un bien qui est pas cher du tout euh, et vous avez un prix de rénovation qui va être au prix de la construction. Donc, il y a peut-être des opportunités à voir sur même des terrains à construire. Certes, vous allez avoir un produit qui va être mis en location un petit peu plus tard, mais qui sera neuf et avec un coût global d'acquisition qui pourra peut-être être identique. Donc quelque chose qu'on ne regardait pas forcément avant, où on se focalisait exclusivement sur la rénovation. Peut-être que pour l'investissement immobilier, même en LMNP d'ailleurs, l'investissement sur du neuf, c'est des opportunités qui sont en train de se créer. Tout à fait d'accord. À éviter, c'est vrai que là, c'est plus ta partie, mais de faire attention à tous ces secteurs où le prix de l'immobilier n'est même pas le prix de la construction. Donc là, avant de commencer, enfin, perdez pas une heure sur la route parce que bah, je vois pas comment on peut faire une bonne affaire si le prix du mètre carré c'est à 1 400 € dans le quartier. Qu'on construise ou qu'on rénove, de toute façon, on sera forcément plus cher. Donc, je vois difficilement comment on peut faire une bonne affaire. J'ai une deuxième question. Dis-moi. J'ai trouvé un bien, je me suis fait mon enveloppe avec ta méthode, mais maintenant je veux un chiffrage précis et je veux sélectionner mes artisans. Comment je m'y prends? Je regarde les pages jaunes, je regarde Internet, qu'est-ce que je fais? Alors, déjà, il y a deux possibilités. Soit de se dire, c'est mon premier projet et là, c'est vraiment une très très grosse rénovation. Euh, Bah, peut-être pourquoi pas déjà prendre un maître d'œuvre. Ça peut être une première option. Architecte ou maître d'œuvre? Suivant le cas, si c'est juste pour le suivi, le maître d'œuvre peut être suffisant. S'il y a dépôt de permis plus suivi, euh, ça peut être l'architecte, sachant que vous pouvez prendre un archi pour le dépôt de permis ou la déclaration préalable et un maître d'œuvre pour le reste. Après, ça dépend des affinités, ça C'est dépend deux de... prestations, voilà. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est deux prestations différentes. On dépose le permis, c'est une prestation, et on suit le chantier avec les artisans, c'est une autre prestation. Donc elles peuvent être faites par deux personnes différentes. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut se dire, donc, on va partir à une grosse réno où c'est votre première. euh, Comme je vous disais, la réno où il faut refaire, par exemple, les réseaux, la dalle béton, les fenêtres, tout ça. Si c'est votre première, faites-vous peut-être accompagner d'un maître d'œuvre. Restez proche de lui parce que ça peut être intéressant et vous de gagner en expérience pour peut-être les futurs projets. Mais faut pas que le premier projet vous dégoûte des travaux parce que faut savoir qu'un chantier, c'est long, c'est 1 an. Suivant les travaux qu'il y a à faire, bien sûr, mais ça peut durer jusqu'à 1 année. Euh, il ne faut pas se dégoûter sur des choses qui sont trop importantes et où vous allez avoir moins la maîtrise. Parce qu'après, vous allez dire, vous allez jeter l'éponge, vous en ferez plus et c'est pas le but. Donc, première option, un maître d'œuvre. Suivez-le de près parce que comme ça, vous allez gagner en expérience et ça vous permettra de voir que tout est OK et tout vous convient. Deuxième possibilité, on va imaginer que soit vous avez plus d'expérience et c'est votre première, mais on va partir d'un appartement qu'on rafraîchit. Donc on est d'accord que dans la première possibilité, si on a un maître d'œuvre, en général, c'est lui qui fait les demandes de devis et qui sélectionne Oui, les artisans. c'est vous allez échanger avec lui pour le cahier des charges. Donc dans cette première version, vous avez à choisir un seul interlocuteur qui est le maître d'œuvre. Et donc vous le sélectionnez avec de l'affinité en échangeant avec lui. Et ensuite, c'est lui qui va faire le travail de faire tous les devis sous forme d'appel d'offres. Et c'est lui qui va sélectionner les artisans. Voilà. Donc vous, ce que vous avez à faire dans ce premier cas, c'est de ne pas vous tromper sur la première personne. Voilà. Et maintenant, tu me dis qu'il y a une deuxième solution Ça, c'est la version, on va dire, un petit peu facile, qui est moins rentable, mais qui est facile. un petit peu moins rentable, mais des fois, Pas ce toujours. que vous allez payer au prestataire, bah, lui, comme il a peut-être des artisans qui sont peut-être un petit peu moins chers, vous allez le retrouver aussi. Donc, dire que c'est plus cher, oui, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais c'est Pas autant qu'on pense. pas autant qu'on pense. Deuxième possibilité, ça va être de se dire, bon, bah, là, je m'occupe de tout. Donc, la première chose, c'est déjà d'avoir un état d'esprit où
vous savez que vous partez pour un an, dire il va sûrement avoir des problèmes, des petits soucis. Faut déjà être prêt dans sa tête à les régler. Faut pas qu'au moindre souci, que ce soit une cata et que voilà, ça vous Ça prenne des énerve, proportions. vous dormiez D'accord. plus. Enfin voilà. Si vous savez que vous n'êtes pas capable, repartez sur la version 1. C'est la première chose. Mais une fois qu'on est dans cet état d'esprit, dire voilà, il va se passer des choses, on va les régler au fur et à mesure avec les artisans, c'est surtout de faire un descriptif travaux le plus précis possible. Donc c'est-à-dire, faites des plans, que ce soit des plans à la main, à l'échelle surtout, mais ça peut être à la main, ça peut être sur SketchUp ou plein d'autres logiciels qui sont sur Internet à disposition gratuitement. Mais surtout, faites des plans qui soient précis, qui soient cohérents par rapport aux évacuations, essayez de remettre ensemble les points d'eau. Et une fois que vous avez fait ces plans-là, faites surtout un descriptif de travaux le plus précis possible. Même si vous avez trouvé la référence des prises que vous voulez mettre. Oui. Enfin voilà, vraiment aller le plus loin possible sur les revêtements de sol. Donc ça, c'est vraiment important pour deux choses. Une fois que ça c'est fait, évitez de changer le moins possible le descriptif et les plans. Il n'y a rien de plus compliqué. Donc ça, c'est une première chose, c'est vraiment modifier le moins possible en cours de chantier. Mais surtout d'avoir un descriptif précis et des plans précis. Ça va être beaucoup plus facile pour vous d'avoir les devis. Imaginez un artisan qui vient vous faire un devis un vendredi soir et puis vous dites ouais, on va mettre la salle de bain peut-être là. Après, ça dépend. Si vous me dites que c'est mieux là-bas, on peut la mettre là-bas aussi, mais pourquoi pas. Là, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Non, là, n'appelez surtout pas d'artisan tant que vous êtes rendu à cette étape-là. Là, il est encore bien trop tôt pour appeler qui que ce soit. Euh, Passez par les moyens que vous voulez, faites-vous conseiller par un ami, par qui vous voulez pour avancer sur les plans, mais tant que vous n'avez pas fait des plans précis, euh, un descriptif précis, n'appelez pas d'artisan, ça ne va pas servir à grand-chose. Très souvent, on me dit comment je trouve un artisan de confiance. Comment tu. Est-ce que j'en appelle 10? Euh, Est-ce que j'envoie 10 dossiers par mail? Est-ce que j'en rencontre que 3? Est-ce que. Voilà, comment je m'y prends pour trouver un artisan de confiance? La meilleure solution, c'est par relation. Ça peut être par relation, ça peut être aussi sur les pages jaunes si vous voulez, mais après, maintenant, il y a des sacs, il y a des systèmes de notation, les 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Le TripAdvisor du bâtiment? Ouais, le TripAdvisor du bâtiment. Donc après, ça vaut ce que ça vaut. C'est sûr que s'il y a 3 avis, ça vaut pas grand-chose. S'il y en a 150 et que c'est plutôt bon, euh, Oui. voilà, ça commence. Mais je trouve que le côté relationnel avec quelqu'un, si quelqu'un a déjà travaillé avec et vous dit Ok. bon, c'est une super personne, il bosse bien, il est compréhensif et tout, là, je trouve que ça reste la meilleure méthode. Après, sur le nombre de devis, moi, je suis partisan de faire 2, voire 3 devis grand maximum. Mm. Moi, j'ai été de l'autre côté de la barrière à faire des devis. Euh, c'est sûr que quand on vous dit, monsieur, vous êtes le 10e, On faisait demi-tour. vous avez fait perdre du temps à 9 personnes sur 10. Donc ça, je trouve pas ça, voilà. Deux devis, si vous avez deux personnes vraiment de confiance, deux, ça sert à rien. Et moi, il y a même dans certains cas, je fais qu'un devis parce que les gens, ils ont déjà travaillé pour moi. Et je sais que le travail est bien, les prix sont corrects. Enfin, tous les feux sont ouverts. Donc, quand je reçois le devis, si tout me paraît cohérent, j'embête personne à refaire un autre devis. Ça peut, voilà. Ok. Et c'est ce qui permet aussi euh, d'avoir une relation de confiance et si on est voilà, si tout est carré, si le plus possible, parce qu'on n'est jamais assez carré, hein, ça voilà, mais bah, les artisans vont vite faire le devis parce qu'ils savent que ça va bien se passer, ils savent qu'ils vont être réglés rapidement, ils savent qu'on ne va pas les embêter pour des micro détails pendant le chantier. Enfin voilà, c'est Ok. toute une relation de confiance avec un artisan, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est vraiment avec sur du long terme. Allez, admettons, je connais personne. J'ai zéro Mm. réseau. Mm. J'ai aucune relation. J'habite là aujourd'hui, j'habite à La Baule dans le 44. Je décide d'acheter à Saint-Étienne, qui est à mon avis une super ville en termes d'investissement. Ouais. Je connais personne là-bas. Je suis pas du bâtiment. J'ai envie de me lancer dans l'immobilier. J'ai vu que c'était une ville attractive. Je veux me créer un premier réseau d'artisans pour faire une première opération. Comment je fais? Alors après, s'il y a cette notion de distance, il y a une option qu'on n'a pas encore évoquée qui peut être bien, mais c'est vraiment encore plus compliqué de trouver une bonne entreprise dans ce secteur-là. C'est une entreprise générale. C'est une entreprise qui est capable de proposer un Ok. chantier de A à Z. En gros, c'est comme le maître d'œuvre, sauf que le maître d'œuvre, lui, il prend des commissions Ok. et chaque artisan, on fait un chèque à chaque artisan et Ok. après, le maître d'œuvre envoie une facture. Que là, on fait un seul, en gros, je schématise, on fait un seul chèque à une seule entreprise et c'est elle qui gère en sous-traitance ou en interne, après, elle fait ce qu'elle veut, ça ne nous regarde pas Ok. qui fait tous les travaux de menuiserie, de peinture, d'électricité, de voilà. Donc ça peut être une solution. Le plus compliqué, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui soit bon
dans tout. Donc après, si le côté entreprise générale, soit vous trouvez pas la bonne ou ça, c'est pas, ça vous attire pas plus que ça, il y a toujours l'option de se dire, voilà, je rencontre par exemple, j'ai sélectionné mes artisans pour le chiffrage. Donc allez, on va partir sur 2 artisans sur chaque corps de métier. Une fois que j'ai choisi les artisans, on les rencontre, on voit le feeling qu'on a avec eux, on, Soit les devis. on voit les devis et puis après, on sélectionne les différents artisans. Ok. Dans certains cas, on peut aussi trouver des artisans, par exemple, l'électricien, il peut être plombier. C'est des métiers qui vont très souvent ensemble. Euh, Et surtout, alors, par expérience, on constate aussi que quand faut vraiment mettre l'humain au milieu de tout ça. C'est-à-dire que c'est la relation humaine que vous allez avoir avec l'artisan. Donc, si vous arrivez à créer une relation humaine avec lui, vous allez voir que tout de suite, il y a une confiance qui va s'installer. Et c'est souvent cet artisan de confiance que vous aurez qui va vous trouver l'électricien, qui va vous trouver un menuisier. Donc, en fait, parce que tous les artisans se connaissent et un très bon plombier connaît forcément un très bon menuisier, un très bon électricien. Il acceptera jamais de travailler avec quelqu'un qui est pas bon. Donc si dans tous les devis que vous faites, vous trouvez une personne de confiance avec qui le feeling passe extrêmement bien et vous avez une confiance totale, et ben appuyez-vous sur cette personne euh, et vous verrez, elle va vous trouver des personnes comme lui. J'ai trouvé mes artisans, j'ai mon équipe. Comment je m'organise pour la gestion du chantier? alors pour la gestion du chantier, ça va être en plusieurs étapes. La première chose, c'est de se voir tous sur site. Ok. Chacun vient avec ses contraintes, entre guillemets, c'est-à-dire le maçon va dire, bah, moi j'ai besoin d'être tout seul sur le chantier au tout début, vous me laissez, je sais pas, je vais dire une bêtise, 2 mois. Hmm, Pendant 2 mois, je veux personne. ok. Éventuellement, l'électricien, plombier, ils passeront leur réseau, enfin je dis n'importe quoi, mais Ok. voilà. Tout le monde donne un petit peu son cahier des charges, à quel moment il a besoin d'intervenir sur le chantier. Alors certains vont intervenir en plusieurs fois, notamment l'électricien. L'électricien va passer après le maçon, avant le plaquiste, il va Oui, repasser après pour mettre l'appareillage. oui, toujours Euh, là. quoi? Il est toujours sur place. Oui, oui, l'électricien, c'est celui qui passe le plus souvent. Euh, donc voilà, chacun donne son cahier des charges, dire voilà, moi pour faire ça, il me faut tant de temps. Ok, Une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire le planning. ok. On fait le planning, on dit, on réserve 2 mots au maçon, après on chevauche avec l'électricien, enfin voilà, on met tout ça en place. On se garde des petites plages de, on se garde des petits moments de flottement, comme ça, s'il y en a un qui prend du retard, cause météo, ça peut être aussi parce qu'il y a un de ces gars qui est en arrêt, enfin voilà. Donc on se garde un petit peu de latitude aussi pour pas être au taquet à la journée près. Je me permets, n'hésitez pas, on a des outils extraordinaires aujourd'hui pour vous aider. Vous faites juste un truc très simple, vous faites votre planning, vous le mettez sur un Dropbox et vous donnez l'accès à vos artisans. Tout le monde peut y accéder, tout le monde voit ce qui se passe, ça peut être hyper intéressant. Il existe aussi WhatsApp, on peut faire un groupe WhatsApp avec tous les artisans. Hop, une petite discussion, l'artisan vient tel jour, le plombier vient tel jour, il dit ah bah tiens, mon gars était malade, j'ai pas pu venir, tac, tout le monde sait ce qui se passe. Voilà. Parce que quand il y a des problèmes dans le bâtiment, dans 95% des cas, c'est que les gens ne se sont pas assez parlé. Voilà. Et donc, trouver des solutions sur ça, et il y a plein de solutions à notre disposition. donc une fois que le planning a été fait, vous l'envoyez à tout le monde. Mhm. Faites-le valider, dire est-ce que ça va à tout le monde, est-ce Bien que sûr. voilà, pour pas si on avait mal compris quelque chose ou voilà, enfin peu importe. Ou comme ça, tout le monde dit bah moi c'est ok pour moi. Comme ça, tout le monde peut de son côté intégrer à son planning aussi Mhm. notre chantier. Bien sûr. Et puis comme ça, une fois que tout est fait, tout est validé. Comme tu disais, le groupe WhatsApp, ça marche bien Mhm. pour échanger. Comme ça, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Alors, faut pas que ça devienne un truc où il y ait 40 messages par jour parce que bah, forcément, après, ils sont plus lus. Bien sûr. Mais vraiment de mettre l'essentiel, les choses importantes. Même vous, en tant que client, s'il y a des messages à passer, dire bah, je suis passé, c'est un peu le bordel sur le chantier, les gars, faites un peu gaffe. Enfin voilà, je dis une bêtise, Oui, mais oui, oui. ça peut aussi servir dans ce sens-là, enfin voilà, pour communiquer tous ensemble. Au moins, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Donc, c'est sûr que le groupe WhatsApp est Merci. plutôt une bonne. Est-ce que tu as une solution à me donner? Parce que l'idée, tu l'as compris, les gens qui sont sur ma chaîne, ils veulent pas faire une opération immobilière. Ils veulent faire une opération immobilière, très bien la faire pour pouvoir en faire une deuxième, une troisième et les enfiler. Euh, Est-ce que tu as un conseil à me donner pour fidéliser les artisans, les gens avec qui tu travailles, pour que bah, l'opération d'après, ça soit encore plus fluide et qui, bah, il n'y ait même plus, comme tu disais, une fois que tu as confiance, tu fais venir ta petite équipe d'artisans et puis c'est parti, quoi. Il y a plusieurs choses. Une des premières choses, c'est si le devis est correct, ne discutez pas les prix.
Enfin, si c'est cohérent, Ok. si c'est pour, je vais dire une bêtise, sur 20 000 euros, gratter 500 euros, alors c'est pas que je veux pas les, mais si c'est pour aller gratter 500 euros sur un devis à 20 000 euros, euh, est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas sûr. Si Oui. enfin voilà. Donc ça, après ça c'est un ressenti, hein. C'est un peu comme les frais d'agence. Il y en a qui sont partisans d'aller les négocier. Moi je suis partisan de pas les négocier. Mais un petit peu la même relation, c'est de pas les pinailler pour des petites sommes. C'est pas que 500 euros soit une petite somme, mais par rapport à l'ampleur du chantier, ce sera pas grand-chose. Donc ça peut être ça une des premières choses. Euh, de faire trop de changements en cours de chantier. Si vous faites Ok. un chantier où plaquise, vous me faites déplacer une cloison 3 fois et à chaque fois de 10 centimètres, ça va agacer tout le monde. Lui, il va y laisser de l'argent. Enfin voilà, ça ne sera pas Ok. confortable. Alors, sauf s'il y a un cas extrême, et voilà, après vous trouvez un arrangement. Même si l'erreur elle vient un peu de vous, n'hésitez pas à dire, bah tu me diras s'il y a une plus-value, s'il y a un truc. Voilà, de montrer que vous êtes ouvert et que vous êtes Mhm. conscient que c'est de votre faute. Enfin, voilà, Ok. d'être assez ouvert là-dessus. De régler rapidement les factures. Ok. Et puis, Instantanément, ouais. instantanément, de ne pas hésiter à lui mettre un super avis sur Google, sur Facebook, ça s'appelait toujours. Et puis de le recommander à d'autres personnes. Voilà, Ok. donc après, c'est une relation. Et l'avantage de ça, c'est que le jour où lui il fait entre guillemets une vraie bêtise, et là vous lui dites, bon, les autres fois je t'ai pas embêté parce que franchement là, c'était de ma faute, là je trouve que là c'est toi qui as déconné, bah, vous serez d'autant plus crédible Mhm. que si la fois d'avant Bien vous sûr. avez été objectif avec vous, votre erreur. Voilà, Mhm. donc pris plus au sérieux par l'artisan. Mais je pense que c'est un des bons moyens pour avoir une bonne relation Ok. avec les artisans. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Mm. Est-ce que tu aurais un petit conseil bonus, un truc dont on n'a pas parlé? Alors après, conseil bonus, ça va être surtout au niveau de la déco, le choix des matériaux et tout, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est surtout essayer d'être en phase avec la cible. C'est-à-dire que si demain c'est pour mettre à la location, essayer de mettre des matériaux sympas, qui fassent tout de suite des belles photos et que ce soit sympa. Vous embêtez pas à mettre du haut de gamme, notamment meubles de salle de bain. Enfin voilà, mettez pas des robinets à 600 euros. Enfin voilà, restez vraiment sur des choses qualitatives, enfin, restez sur des choses qualitatives qui soient sympas. Ça ne vous empêche pas de, par exemple, sur un élément, je sais pas, un pan de mur, mettre une belle tapisserie qui va être un petit peu Oui. le marqueur et puis qui va se différencier du reste. Mais ça sert à rien d'en faire partout et voilà. Ou ça peut être une belle verrière qui sépare avec la cuisine. Enfin, même, bon, les verrières, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais essayez de trouver peut-être un dessin de verrière qui soit un peu différent, au lieu qu'elle soit sur un muret. Peut-être une verrière de haut en bas, tout vitré. Alors, elle va peut-être vous coûter 2500 euros ou 3000 euros suivant les dimensions et tout ça. Mais ça peut être le petit détail qui fait, La pièce alors que maîtresse. ce soit pour la revente ou pour la location, mais une petite pièce détail. Mais ne faites pas euh, tout en haut de gamme, tout, voilà. Juste un petit détail des fois Ok. qui permet de Et différencier surtout de s'adapter à la cible. et surtout de s'adapter à la cible. Si vous êtes dans un secteur qui vaut 2500 euros le mètre carré, soyez vraiment vigilant sur le matériau, partez pas trop loin. Si vous faites une réno, que ce soit pour la location, en Airbnb haut de gamme dans un quartier qui vaut 10-12 000 euros le mètre carré, mon Mhm. discours il est un petit peu différent. Bien sûr. Et c'est peut-être d'aller mettre une cuisine extérieure, d'avoir du beau mobilier, enfin voilà. Mais souvent, ce qui peut vraiment faire le job, ça peut être un beau parquet en chêne, ça vaut pas très très cher, on arrive à en Oui. trouver, ça fait vraiment le job. Et puis après, agrémenter autour avec soit des belles pièces déco, ou comme je disais, un pan de mur avec un revêtement bien spécial qui va trancher, qu'on verra un petit peu moins souvent. Ok. Eh ben, écoute, merci pour ton conseil bonus. Merci Alexis Avec plaisir, de tous tes conseils. Alors, je sais que tu partages ces conseils sur une chaîne YouTube tout à fait. qui s'appelle. Alexis, Ah, j'étais hyper C'était Alex-IS, ouais, hyper original. De toute façon, je vous mets le lien de sa chaîne en description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces conseils. Si vous aussi, vous avez d'autres astuces, d'autres conseils, n'hésitez pas. On est là pour partager un maximum tous ensemble. Donc, si vous avez des petites astuces supplémentaires, on les prend. Ça servira forcément à du monde sur la chaîne. D'ici là, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et surtout, tu actives la cloche des notifications. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Salut! salut!